Mesdames, Messieurs, chers partenaires, bonsoir et bienvenue. Je m'appelle Bérangère de Jongle et je suis coordinatrice pour le DAC de la Drôme. Je souhaite tout d'abord remercier Valérie Amourou et Carole Monnier de la Carspara pour l'aide apportée à l'organisation de cette soirée. Nos différents intervenants, le docteur Monet Catherine de Lachadé de Cré, le docteur Lafuma Véronique du centre hospitalier de Valence, le docteur Stéphane Anne-Sophie des hôpitaux de Rome-Nord, ainsi que les professionnels les accompagnants, Madame Rochette Cécile de Lachadé, Madame Yélaz Maude, Madame Laroche Blandine du CHV. Je souhaite aussi remercier Monsieur Villette Patrick et Madame Girardier Claire de l'association JALMAV, c'est Jusqu'à la mort accompagner la vie, si je ne me trompe pas. Le docteur Rigaud du groupement hospitalier des Portes de Provence ne peut être présent avec nous ce soir et s'en excuse. Je souhaite remercier aussi Madame Soriano, directrice de la délégation départementale de la Drôme, pour sa présence. Je remercie également notre président, le docteur Meyer. Je tiens à remercier aussi chaleureusement l'ensemble de l'équipe du DAC pour son implication, son professionnalisme. Au-delà d'une équipe, nous sommes une grande famille, soudée, unie, agréable et un peu fun. Je terminerai en vous remerciant, vous, ici présents, donc sur le présentiel et en distanciel, pour votre présence à cette soirée mortelle. Lors de votre arrivée, au moment de votre émargement, nous avons remis un questionnaire. Ce questionnaire est le début d'un long travail que le DAC a engagé en partenariat avec la Carspara. Ce questionnaire nous permettra de faire un diagnostic des besoins en soins palliatifs sur le territoire drômois. Nous recueillerons vos ressentis quant à vos connaissances, vos représentations et vos besoins sur cette thématique. Une boîte est mise à votre disposition afin de pouvoir recueillir les questionnaires remplis d'ici la fin de la soirée. Bonsoir, Virginie Oyan, moi je suis en charge de l'animation territoriale pour le DAC de la Drôme et le collectif Santé Précarité. Comme toute soirée ou animation, je vais me permettre de vous rappeler le cadre pour le bon déroulement de la soirée. Les temps de chaque intervenant ont été définis lors de la préparation. Du coup, nous allons avoir une maîtresse du temps qui va parfois être obligée de couper les interventions ou les questions. Les échanges pourront se poursuivre par la suite au moment du cocktail. L'idée, c'est que nous allons faire un temps d'intervention et à la fin de l'intervention, un temps de questions. Donc, n'hésitez pas à vous manifester, on vous apportera un micro. Et nous allons tout de suite débuter par l'intervention de Valérie Amourou de la Carspara. Belle soirée à tous. Bonsoir, merci aux organisateurs de nous avoir sollicités. Pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme Carspara, c'est Cellule d'animation régionale en soins palliatifs Auvergne-Rhône-Alpes. Et on est là pour vous tous, pour vous accompagner dans la démarche palliative, que vous soyez citoyen ou professionnel. Aujourd'hui, le propos, on va juste dresser quelques messages clés sur les soins palliatifs. On abordera à la fin la législation et on passera par l'organisation en France. Et je passerai le micro pour ça à nos collègues des équipes qui font vivre les soins palliatifs sur votre territoire. Les soins palliatifs, c'est notre parcours à tous depuis qu'on est né. On pallie à quelque chose, donc on est tous en soins palliatifs et on a des besoins qui sont de plus en plus croissants parce qu'on vieillit. Je vous ai mis quelques chiffres pour montrer que les soins palliatifs, c'est l'avenir. On en aura de plus en plus besoin puisque le nombre de décès augmentera de 110 000. Non, oui, c'est ça. Non, je vais y arriver. 110 000 par an, je n'y arrive pas. Que nous avons donc un total de 470 000 personnes qui décéderont en 2046. Qu'aujourd'hui, on a 380 000 patients et 50% de ces patients ne peuvent bénéficier de soins palliatifs. Oui, ça a un coût, mais ce coût-là ne change pas depuis plusieurs années. Et je prêcherai pour la paroisse aussi, il nous manque des professionnels de soins palliatifs. Et sur notre région, il nous manque beaucoup, beaucoup, beaucoup de docteurs. Si vous avez la possibilité de les cloner, on est preneur de la recette. En France, 3 manières de mourir.
48% des décès sont dus, je ne sais pas si j'ai de la lumière, au trait que vous voyez en noir, qui est un déclin rapide et qui est souvent illustré par la maladie, le cancer. Vous êtes stabilisé, on vous diagnostique un cancer, on vous met des traitements, vous êtes stable, et puis finalement, vous vous aggravez, vous rechutez et vous déclinez vers le décès. 40% des décès en France, c'est le trajet de chacun, c'est-à-dire qu'on vieillit, qu'on perd de plus en plus la fonction de nos organes et de certaines maladies comme l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale, l'insuffisance hépatique vont avoir ce chemin-là, et c'est le chemin en rouge. Vous allez bien, vous déclinez par le vieillissement de votre corps, et des fois, vous avez des accès, vous êtes pris en charge médicalement, on vous redonne une santé, entre guillemets, mais pas aussi bien qu'avant la crise. Et enfin, 12% des décès en France, c'est un déclin régulier, c'est la dernière ligne en vert. L'exemple, c'est la maladie de Charcot, la sclérose latérale amyotrophique, c'est une dégénérescence neurodégénérative. Et pour vous accompagner vers cette mort, vous avez besoin de soins palliatifs. Les soins palliatifs, ce n'est pas les 15 derniers jours, ce n'est pas les 3 derniers jours. C'est au moment où on vous annonce une maladie qui peut être grave et potentiellement mortelle à plus ou moins long terme. Et il ne faut pas opposer soins palliatifs et soins actifs. Les soins palliatifs sont des soins actifs. On fait toujours quelque chose, même si on ne pourra pas vous guérir. Il ne faut pas forcément être spécialiste de soins palliatifs, avoir fait un desk pour les médecins, un DU ou des formations. On est tous acteurs, on accompagne tous à notre manière, qu'on soit assistante sociale, psychologue, éducateur, ces gens vers leur fin de vie avec nos compétences. Donc on est tous acteurs de ce parcours-là. Soins palliatifs, ça ne veut pas dire arrêt des traitements. On peut continuer à faire des scanners, on peut continuer à faire de la chirurgie, on peut encore proposer des médicaments. Tout ça, c'est des messages qu'on entend véhiculer souvent. Ah, ben s'il est en soins palliatifs, on ne va plus rien faire pour lui. Si on continue, et il y a plein de gens autour d'eux qui vont continuer à les faire avancer dans leur chemin de vie. Et puis, une dernière chose à connaître, c'est que les unités de soins palliatifs, ce n'est pas une unité de vie. Ah, je suis en soins palliatifs, je vais être hospitalisé dans une unité de soins palliatifs. Ben non. C'est une unité temporaire, c'est une unité de médecine de court séjour pour lutter contre un symptôme réfractaire. Donc, on va vous prendre en charge le temps qu'on mette des traitements qui vont stabiliser votre symptôme, que ce soit de l'angoisse, de la douleur, une détresse respiratoire, ou voilà. On va temporiser, essayer de vous mettre un traitement qui va vous permettre d'aller soit vers votre domicile, soit vers un SSR, soit vers un établissement médico-social. Mais voilà, c'est stable. Et après, on peut faire des allées et venues en USP, mais on n'y vit pas. Et ça, dans la tête des gens, il faut qu'on arrive à l'ancrer, parce que ce n'est pas un lieu de vie. On est super bien en USP, hein. On est coucouné, on n'a plus envie d'en repartir, mais malheureusement, c'est qu'une étape. Et pour ça, on demande 3 lits pour 100 000 habitants. Ça, c'est la norme en France, mais on n'en a pas forcément. Donc, votre territoire est doté, puisqu'il y a, vous verrez nos collègues de Romans et de Valence qui ont des unités de soins palliatifs avec 10 lits chacune, 12 à 10. Voilà, mais il y a des territoires où il n'y a qu'une USP pour 3 millions d'habitants. Donc, c'est le cas en Isère, un de vos voisins à côté. Je sais pas. Juste pour qu'on soit sûr de ce qu'on met derrière la définition de soins palliatifs, j'ai repris celle de notre société savante, qui est la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, dite la SFAP. C'est une définition qui a été élaborée dans les années 90 et qui reprenait la définition de l'Organisation mondiale de la santé.
Donc les soins palliatifs, c'est des soins actifs qui sont délivrés dans une approche globale. On prend la personne sous toutes les facettes, physique, psychique, spirituelle et sociale. Tout seul, avec son entourage, avec les enfants, les beaux-enfants, les oncles et tantes. C'est pour des personnes atteintes d'une maladie grave, évolutive ou terminale. Et l'objectif des soins palliatifs, c'est de soulager l'ensemble des douleurs, qu'elles soient physiques, psychologiques, sociales ou spirituelles. Notre travail au quotidien, il se fait de manière interdisciplinaire. Un médecin ne peut pas travailler tout seul dans son coin, une infirmière non plus, la psychologue, l'assistante sociale, le kiné, la diététicienne. Tout le monde travaille ensemble autour du patient et de son entourage. On va les prendre en charge tant à domicile qu'en institution. Et on a besoin que les soignants soient formés et soutenus. Voilà, la formation en soins palliatifs est marquée dans la loi de 99 et devrait être obligatoire pour tout professionnel. Et on en est encore loin, 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 puisque nombreuses sont les professions sans enseignement de soins palliatifs. Les soins palliatifs, l'intérêt, c'est qu'ils soient introduits précocement dans le parcours du patient. Les soins palliatifs, c'est améliorer la qualité de vie. Si vous commencez très tôt à rencontrer une équipe de soins palliatifs, vous allez pouvoir travailler sur l'amélioration de cette qualité de vie et donc vous allez travailler sur l'amélioration de la survie, du temps qui reste à vivre. Et plus on avance, plus on introduit les soins palliatifs de manière tardive, on va pouvoir œuvrer que sur l'amélioration de la qualité de vie et on ne travaillera pas sur la survie. Donc plus on en parle tôt, plus on est accompagné tôt par une équipe mobile de soins palliatifs, on a une qualité de vie pour nos patients qui est optimale. Ça, c'est la gradation des soins. Les soins palliatifs, on peut vous les dispenser sur votre lieu de vie, que ce soit un domicile privé, un établissement médico-social, donc une EHPAD, un établissement d'accueil non médicalisé ou un établissement d'accueil médicalisé. Et les professionnels de ces lieux de vie, infirmières libérales, médecins libérales, CPTS, les dispositifs d'appui à la coordination, les médecins co des EHPAD, les cadres de santé, les directeurs, peuvent se faire accompagner par des équipes ressources, donc vous les avez sur la gauche du schéma, équipes mobiles de soins palliatifs. Et les équipes ressources en soins palliatifs pédiatriques pour ceux qui accompagnent les enfants en fin de vie. Les équipes mobiles, cette année, elles ont été renforcées financièrement pour pouvoir développer cette activité de soins palliatifs. Alors, elles ne sont pas opérationnelles dans les 6 mois, mais à l'avenir, elles vont pouvoir s'organiser pour venir à votre rencontre auprès du patient. La situation du patient s'aggrave, elle a besoin de plus de technicité et on va devoir faire appel à l'HAD. Pardon. Merci beaucoup Valérie pour cette présentation. Donc, la pyramide nous sert un peu de fil conducteur sur la soirée pour nous permettre de vous présenter les différents intervenants. Donc, comme l'a dit Valérie, on va donc accueillir le docteur Monet et Madame Rochette qui sont de l'HAD de Cré pour nous présenter l'HAD. Donc moi, je suis Catherine Monet, je suis un des médecins coordonnateurs de l'HAD de Cré. Je remercie le DAC, Madame Dejon, de nous avoir invités à présenter ce service. Donc, on va parler de l'hospitalisation à domicile de manière un peu générale pour présenter un peu notre service, parce qu'on ne fait pas que du soin palliatif. C'est qu'une partie, importante, hein, puisqu'on connaît très bien tous les services de tout le département, nous.
Donc l'hospitalisation à domicile, on a donné quelques généralités. C'est surtout d'apporter des soins médicaux, paramédicaux qui sont continus, fréquents et surtout qui sont complexes et qui nécessitent, on va dire, un certain degré de spécificité au domicile. Ça se différencie de ceux qui sont habituellement dispensés par leur complexité et leur fréquence. On assure la permanence des soins 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que ce soit paramédical et médical pour tous les patients. On garantit une prise en charge globale. On vous présentera ce qu'on connaît le mieux, nous, c'est l'HAD de Cray. Donc on présentera, Cécile vous présentera notre HAD avec tout le type de personnel qui est employé. On essaye de raccourcir ou d'éviter une hospitalisation. On permet des sorties précoces des services hospitaliers. Et aussi, on évite les hospitalisations, notamment dans les EHPAD, où on essaye d'intervenir. On vous présentera également un dispositif qu'on a mis en place, qu'on appelle, nous, l'HAD urgence, qui sert pour les soins palliatifs, mais également pour tous autres types d'urgences, notamment dans les EHPAD, pour éviter des passages aux urgences de personnes âgées qui peuvent être traitées avec un certain degré de technicité, on va dire, sur place. On prend des patients, en tout cas l'HAD de Cray, de tout âge. On a des enfants prématurés tout petits jusqu'au grand âge, des centenaires. Voilà. On va continuer. On les prend au domicile, quel que soit le domicile. Ça peut être dans des HLM complètement pourris, je vais employer ce mot, dans des châteaux, dans des EHPAD, dans des caravanes, dans des cabanes au fond des bois. On est intervenu un peu partout. Il y a quand même quelques limites, on vous les dira. On aime quand même qu'il y ait un accès téléphonique. C'est juste qu'il faut quand même que les personnes puissent nous alerter et puissent être en capacité, eux, de nous alerter et qu'il y ait un réseau fonctionnel. Les indications, il n'y a pas que les soins palliatifs, vous allez voir, je vous les marque rapidement. Les assistances respiratoires, il y a des gens ventilés à domicile, que ce soit par VNI ou trachéotomisés ventilés, on en a eu également. Bon, toutes les nutritions entérales, parentérales, ça c'est courant. Tous les traitements intraveineux spécifiques, notamment les antibiothérapies hospitalières, un peu complexes. Les chimiothérapies, les soins palliatifs, je ne l'oublie pas. Tous des pansements complexes, notamment par TPN ou les énormes pansements qui prennent du temps. On peut continuer. Bon, on va passer le reste. Il y en a d'autres. On prend également une des indications qui peut être des soins de nursing lourds. En général, on aime que ça soit accompagné quand même d'une autre pathologie parce que quand c'est que du nursing, c'est un peu compliqué. On fait des transfusions sanguines. On a une partie d'obstétrique avec des surveillances de grossesse à risque avec une sage-femme, des postpartum pathologiques essentiellement d'ordre social, j'ai envie de dire, mais bon. Les nouveau-nés à risque, voilà, l'aplasie. Bon. Je vais laisser Cécile présenter l'HAD de Cray. Je dis juste que l'HAD de Cray, je tiens à le dire, c'est un HAD public. On dépend d'un hôpital public. En France, il y a plein d'HAD qui ne sont pas publics, qui sont associatifs, privés, à but lucratif, non lucratif. Voilà. Je tenais juste à préciser ça. Nos locaux sont dans la zone des Auréas à Valence, pas très loin de l'hôpital. Bonsoir, donc moi je suis Cécile, l'une des infirmières de l'équipe de l'HAD. Donc notre secteur, on est administrativement rattaché à l'hôpital de Cray. Nos locaux sont à Valence, mais on couvre un très grand secteur. Donc nous, infirmières HAD basées à Valence, on peut être amené à aller jusqu'à Saint-Marcelin, Voiron, aux portes de Grenoble. Jusqu'au début de l'Isère, au-dessus de la Drôme, donc jusqu'au-dessus de Saint-Sorlin, Valoir, tout ça. Et au plus bas, Sols, les riz de Sols, le Pouzin, voilà. Et jusque dans le Diois, Luce-la-Croix-Haute, Châtillon, Diois, tout ça. Après, au niveau Ardèche, on longe un peu le Rhône. Sur le secteur du Cheylard, il y a des collègues sur une antenne au Cheylard et on a des collègues qui sont sur une antenne à Privas également. Donc, on a quand même un très grand secteur et on fait pas mal de kilomètres.
L'équipe de l'HAD, c'est une grosse équipe. On est entre 70 et 80 à peu près en tout. Donc, il y a des médecins coordinateurs, des infirmières, mais pas que. Donc, comme la médecin vous le disait, il y a une sage-femme, une puéricultrice, les cadres de santé. On a 3 collègues aides-soignantes qui représentent un équivalent temps plein et demi. Des secrétaires, des assistantes sociales, donc une diététicienne, une psychologue, et après toute la partie de pharmacie qui va gérer les traitements du patient à la maison, donc les livrer également, donc toute une équipe de livreurs, donc de pharmaciens et de préparateurs en pharmacie, puisqu'on fournit tous les traitements, perfusion, médicaments, matériel de pansement, tout ce qu'il faut pour prendre en charge au niveau des soins le patient. Et on intervient donc à l'HAD pour que les soins puissent se faire à la maison. On compte sur les libéraux, donc les infirmières et infirmiers libéraux de tout le secteur, donc qui interviennent au quotidien pour réaliser les soins aux patients. Et nous, on intervient en plus pour faire des soins pour les soulager ou faire des réévaluations, faire des soins quand il y a besoin en urgence, qu'un patient n'est pas bien, qu'il faut réévaluer, qu'il a mal, qu'il a de la fièvre, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le parcours de soins, donc en HAD, il faut une demande médicale, donc soit du médecin traitant ou du médecin hospitalier. Maintenant, les infirmières libérales peuvent faire des demandes, mais on en parlera plus tard, c'est sur l'équipe d'urgence. Donc les demandes de domicile, on essaye toujours de les traiter en priorité. En général, on arrive à répondre dans la journée. Donc en EHPAD, c'est pareil. Quand on a des demandes, en général, on intervient sur la journée, donc dans la journée, la prise en charge, et on fait ce qu'on appelle des demandes anticipées afin d'éviter donc les hospitalisations que Dr Monet disait tout à l'heure. Donc en fait, on rencontre le patient, du moins le résident, dans l'EHPAD. On met en place des protocoles pour que si jamais l'EHPAD nous appelle, même si c'est 3 heures du matin, un dimanche, qu'on ait tout ce qu'il faut de prescrit et qu'on puisse débuter les soins. Et que l'équipe de l'EHPAD sache qu'ils peuvent nous appeler, au lieu de faire le 15. Donc, quand on a la demande d'HAD, il y a une évaluation médicale. En général, les médecins vont voir les patients à l'hôpital, quand c'est un patient qui est hospitalisé. Et nous, infirmières, on rencontre la famille sur le lieu de soins, donc le domicile où va avoir lieu les soins, donc soit chez la personne, soit chez les enfants, où vont avoir lieu les soins. Et on organise tout ça avec l'aide des assistantes sociales également pour permettre le retour à la maison. Évidemment, il faut l'accord du patient et l'adhésion du patient et de son entourage qui va être sollicité d'autant plus H24 vu que c'est à la maison. La durée de prise en charge de l'HAD est très variable. Ça peut aller de quelques minutes ou heures à plusieurs mois. Là, on a des patients qu'on a au long cours parce qu'ils ont des soins lourds et qu'on ne peut pas sortir d'HAD parce que pas réalisable en secteur libéral simple. Donc, le fonctionnement de l'HAD, on renforce les intervenants qui sont déjà en place. On ne prend pas la place des infirmiers libéraux ni de personne, on vient en complément. Donc, le patient garde ses infirmiers libéraux, son médecin traitant, voilà, le SIAD s'il y a un SIAD en place, ou on le met en place s'il y a besoin, des auxiliaires de vie, des kinés. Donc, l'intérêt de l'hospitalisation à domicile, c'est qu'on a une astreinte infirmière H24 avec un numéro où on est joignable tout le temps. Donc, la journée, on est plusieurs sur le secteur à courir selon les appels. La nuit, on est une, donc c'est la personne qui a le téléphone qui se déplace, et une deuxième collègue en cas de besoin si on est vraiment coincé. Les médecins de l'HAD sont d'astreinte à H24 et seulement téléphonique la nuit, mais si on a besoin, on peut les appeler au milieu de la nuit pour avoir des prescriptions. On a une pharmacie hospitalière spécifique à notre HAD qui, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, intègre les livraisons au domicile des patients. Et donc, à chaque fois qu'il y a une ordonnance qui tombe, eh bien, il y a une livraison qui est faite. Donc, des fois, il y a des livraisons quasi quotidiennes pour les patients. Voilà, la complémentarité permet de prévenir l'épuisement des équipes et des familles. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nous, on vient en renfort de tout ce qui existe déjà. Donc, en soutien des infirmières, des auxiliaires de vie, de tout le monde, et on essaye d'entourer et d'accompagner les familles au mieux. Donc, depuis février, on a
une équipe des RISP, c'est l'équipe rapide d'intervention en soins palliatifs. C'était un test au début, et puis là, ça se pérennise. Donc, c'est une ligne spécifique d'appel où on a un numéro d'urgence qui tombe sur un médecin, qui peut être joignable par les médecins ou des infirmières libérales pour des patients qui nécessitent une prise en charge rapide à domicile. Donc, c'est pour des patients qui ne sont pas hospitalisés, qui sont chez eux et qui nécessitent qu'on vienne, souvent c'est sur la douleur, de l'angoisse, une personne qui n'arrive plus à prendre ses traitements comprimés, qui a besoin de relais en perfusion. Voilà, donc on organise tout ça, ou alors pour éviter un passage aux urgences en attendant qu'un lit d'hospitalisation soit trouvé. Et en collaboration, du coup, avec le 15, parce que des fois, c'est des infirmières libérales ou des médecins qui appellent le 15, et le 15 nous appelle pour qu'on se mette en place. Quelques mots juste sur les soins palliatifs et l'HAD. Donc, les soins palliatifs représentent à peu près 30% de notre activité, entre 25 et 30%, ce qui, je crois, sont les chiffres nationaux de toutes les HAD. Donc, on prend en charge des gens, soit qui viennent de l'hôpital, soit qui viennent du domicile, soit directement de l'EHPAD, avec un projet de soins qui est défini et réévalué au fur et à mesure. On a bien sûr un travail pluridisciplinaire en lien avec les libéraux, avec également les intervenants de l'HAD, que ce soit les assistantes sociales, notre psychologue, notre diététicienne, mais également les équipes mobiles de soins palliatifs, avec qui on a souvent affaire, hein, je crois, et les unités de soins palliatifs, n'en parlons pas. On fait des visites à domicile assez régulièrement, soit avec les libéraux, soit seuls, soit avec l'équipe mobile. Ça peut être, suivant les cas. Bien sûr, les patients, les familles peuvent appeler à tout moment pour les symptômes d'inconfort. On a tout le matériel nécessaire. En tout cas, nous, on travaille beaucoup avec des PCA. Enfin, voilà, on a la technicité pour mettre en place tout ce qu'il faut pour la douleur, pour tous les types d'inconfort, même pour sédater les gens. Alors, bien sûr, chaque accompagnement nécessite disponibilité, tolérance, écoute, mais ça fait partie obligatoire pour faire du soin palliatif. Bien souligner l'importance des réseaux. Nous, on est vraiment en lien avec les unités de soins palliatifs de Cray, de Valence, de Romans, même de Privas. On ne travaille pas beaucoup avec Jalmave, mais on vous connaît quand même. Et donc, les RISP, Cécile en a parlé. En fait, c'était parti au départ d'un numéro unique qu'on voulait faire, qu'on a appelé l'achat des urgences, nous. Le numéro est noté là. On a remis le portable qui tombe sur un médecin. On a dédié un médecin par jour avec une infirmière qui ne fait que cette activité. Bon, ça lui permet de faire un peu d'administratif quand il n'y a pas d'appel et puis d'aider un petit peu sur d'autres. Mais il y a un médecin et une infirmière désignés tous les jours de la semaine, pas le week-end. Mais en tout cas, pour répondre à ce numéro, que ce soit par le centre 15, c'est quand même assez souvent eux qui nous sollicitent pour des situations en EHPAD qui seraient transportées aux urgences et qui décéderaient sur des brancards, ou par des médecins généralistes ou même des infirmières libérales au domicile qui peuvent nous appeler pour des gens en situation palliative et qui ont besoin qu'on intervienne rapidement. Voilà, je crois qu'on a terminé. On a à peu près fait un petit tour d'horizon de l'HAD. Merci. Merci beaucoup. Avez-vous des questions pour l'HAD? C'est le moment. Bonjour, je suis le docteur Drouard, je suis médecin coordonnateur en EHPAD. J'ai vu que pour faire des demandes d'HAD, on pouvait avoir accès à Via Trajectoire. Je n'ai pas compris. Pour faire des demandes de prise en charge en hospitalisation à domicile, habituellement, c'est vrai que je contactais l'HAD de Cray par téléphone et j'avais un formulaire. Mais j'ai vu, sur votre diaporama, il y avait marqué qu'on pouvait avoir Via Trajectoire. Les deux sont possibles. On a un formulaire, nous, tout prêt, qu'on trouve sur le site de l'hôpital de Cray.
Et autrement, vous pouvez faire une demande trajectoire. Les hôpitaux, parce qu'on a des patients qui viennent des CHU, de Lyon, de Grenoble, d'ailleurs, et eux font souvent par trajectoire. Oui, on peut tout à fait le faire sur trajectoire. Parfait. Clair, net, précis. Merci. Je vous invite à poursuivre avec les interventions du docteur Lafuma Véronique, de Madame Laroche-Blandine et de Madame Yelaz Maud du CHV, qui vont vous présenter les équipes mobiles, suivi de la présentation de l'unité de soins palliatifs du docteur Stéphane. On a souhaité du coup grouper les deux interventions. Bonsoir à tous. Alors en effet, nous faisons partie de l'équipe mobile de soins palliatifs de l'hôpital de Valence. Moi, je suis Véronique Lafuma, l'un des médecins, et je suis accompagnée de mes deux collègues, Blandine Laroche, psychologue, et Maud Yelaz, qui est une des infirmières. Voilà, on est venu en équipe pluridisciplinaire, comme disait Valérie Amouroux. Voilà. Alors, on devait au départ vous parler, nous, à Valence, on devait parler de l'équipe mobile extra-hospitalière. Et puis, le docteur Rigaud de Montélimar devait parler plutôt de l'intra, mais il est absent. Donc, bon, notre PowerPoint était un peu centré sur l'extra-hospitalier, mais on va parler un petit peu des deux. Et de toute façon, finalement, l'activité est la même, que ce soit en intra ou en extra, c'est les mêmes équipes. On n'a pas une équipe spécifique pour l'intra, une équipe spécifique pour l'extra, que ce soit d'ailleurs dans toutes les équipes mobiles Drôme-Ardèche, hein, on est une équipe unique. Et donc, voilà, il n'y a pas de grosses différences. D'abord, le rôle des équipes mobiles, que ce soit intra ou extra, on va intervenir bien sûr donc, auprès de patients qui sont en situation palliative. Donc, Valérie Amouroux nous a rappelé la définition des soins palliatifs et à qui s'adressent les soins palliatifs. Donc, ce sont des patients qui sont en effet porteurs d'une maladie grave, incurables, à un stade avancé ou moins avancé de leur pathologie. Et effectivement, comme Madame Amouroux le disait, on peut intervenir parfois précocement. Et l'intervention de l'équipe mobile, ce n'est pas l'intervention sur les tout derniers jours. Parfois, on a des patients qu'on va suivre plusieurs mois, parfois même plusieurs années. Ça peut arriver. Des patients qu'on va suivre à un moment peut-être d'une rechute d'un cancer, alors qu'ils sont encore dans un parcours oncologique avec des chimiothérapies, mais qui, en parallèle, ont des symptômes d'inconfort, ont des souffrances, et du coup, on met en place un suivi par notre équipe pour accompagner les patients dans leur parcours et adapter les traitements pour les soulager au mieux tout au long de leur maladie. Bien entendu, on est une équipe voilà, pluridisciplinaire, on le verra, et l'idée c'est de prendre le patient en charge dans sa globalité, et donc on va avoir une attention bien sûr pour le patient, mais aussi pour sa famille. L'accompagnement de l'entourage, des proches, quelque chose de très important et qui fait vraiment partie aussi de notre prise en charge. Et puis, bien sûr, l'accompagnement des soignants, que ce soit en intra-hospitalier, hein, quand on va voir des patients dans d'autres services de l'hôpital, on va toujours voir les soignants, avoir leur retour. Et puis, une fois qu'on a vu les patients, qu'on leur fait part de notre entretien et des préconisations qu'on va faire. Et puis, bien sûr, en extra-hospitalier, on va avoir des contacts avec les infirmières libérales, avec le médecin traitant. Pour les EHPAD, avec le médecin co, s'il y en a, avec les soignants de l'EHPAD. Hein. On prend toujours un temps comme ça avec les soignants. Notre but, voilà, comme on disait aussi tout à l'heure en intro, ça va être de soulager les souffrances des patients. Donc d'abord les symptômes d'inconfort, bien entendu, on pense souvent à la douleur en premier, mais ça peut être des troubles digestifs, ça peut être de la dyspnée, n'importe quel symptôme. L'idée, c'est encore une fois de prendre le patient dans sa globalité pour avoir un projet de soins qui soit le plus adapté à lui. Parfois, on peut être sollicité aussi pour aider à
prendre des décisions collégiales. Beaucoup, là, c'est peut-être plus en intra-hospitalier. Parfois, il nous arrive d'intervenir, par exemple, en réanimation pour poser des limitations ou des arrêts de traitement en collégialité, donc avec plusieurs spécialistes. Et puis, le conseil soutien aux équipes soignantes, comme je le disais, il est parfois même arrivé que l'on voit qu'on intervienne, par exemple, dans certains EHPAD, et qu'on voit que l'équipe soignante pour réfléchir ensemble à une problématique. Voilà, ça peut arriver aussi. Et puis, l'accompagnement, comme on le disait aussi tout à l'heure, de l'entourage. Vous voyez qu'on est en équipe, qu'on a nos collègues psychologues avec nous qui peuvent proposer aussi le soutien, bien sûr, aux patients, mais aussi à leur famille. Et puis, on a aussi une activité de formation qui tend à se développer aussi pour chaque équipe. Donc, on a pour rôle, ça fait vraiment partie de nos missions, de former les professionnels. Alors, de former d'abord nos internes, par exemple, sur l'hôpital, mais aussi d'accueillir des collègues parfois qui passent un DU de soins palliatifs. Ça va être d'organiser des temps de formation pour les professionnels de l'hôpital. On a, vous savez, dans les hôpitaux, des référents dans différents services, des référents hygiène, des référents douleur et des référents soins palliatifs qu'on forme régulièrement. Et puis, on a aussi une formation pour les soignants en EHPAD. Et puis, avec, comme on disait, la rallonge du budget des équipes mobiles qui va permettre de recruter du personnel en plus, on espère développer encore cette activité avec peut-être une formation dédiée au personnel, aux libéraux. Voilà. Alors, une petite diapo parce qu'il y a quand même souvent quelques confusions. On confond souvent l'équipe mobile, notre équipe mobile avec l'HAD. Alors, on vous a mis les grandes lignes. On a l'équipe de l'HAD qui vient de faire sa présentation. Et donc, on a bien vu que le rôle de l'HAD, c'était vraiment des acteurs du quotidien dans la prise en charge avec ce rôle de coordination qui vont intervenir pour des patients de soins palliatifs à partir du moment où la situation devient plus complexe, où il y a des soins plus techniques qui vont se mettre en place. Nous, on va avoir des interventions qui vont être plus ponctuelles. On l'a dit d'abord, qui peuvent être beaucoup plus précoces, alors que le patient n'a pas forcément encore de pompe à morphine, n'a pas forcément de perfusion, n'a pas d'alimentation. On va faire nos interventions, donner un avis, toujours nos interventions en équipe, et puis en fonction un petit peu au cas par cas, on pourra peut-être mettre en place un suivi. Alors parfois, ce sera juste une évaluation ponctuelle, des conseils aux médecins, aux équipes, et puis on restera à dispo, c'est-à-dire que les équipes nous rappelleront éventuellement s'il y a besoin. Et puis parfois, on va décider de mettre en place un suivi régulier de ces patients. Suivi qui va pouvoir se faire au domicile par l'équipe mobile extra-hospitalière lorsque les patients sont chez eux et peu mobiles ou déjà très fatigués, et aussi parfois en consultation, on le dira aussi après. Après, il y a aussi, comme on le disait, comme l'équipe de l'HAD le disait, il y a beaucoup de passerelles entre l'HAD et nous. Nous, il nous arrive de solliciter nos collègues de l'HAD quand on va sur une visite à domicile et qu'on voit que la situation est vraiment compliquée, qu'on veut mettre en place des traitements lourds, des pompes à morphine, des choses comme ça. Il nous arrive d'appeler l'HAD. Il nous arrive d'appeler l'HAD d'urgence aussi. Et puis, à l'inverse, les collègues de l'HAD peuvent parfois nous solliciter, soit pour une visite de l'équipe mobile sur des situations un peu complexes, des symptômes difficiles à gérer, mais avec le souhait quand même de garder les patients sur place, ou parfois ils peuvent nous solliciter sur le côté hospitalisation, USP, quand il y a besoin de services de repli. Et puis les équipes mobiles de soins palliatifs ne sont pas les équipes mobiles de gériatrie. Comme on le disait, l'équipe mobile de soins palliatifs, elle va rencontrer des patients qui sont porteurs de maladies graves, incurables, évolutives. Alors, essentiellement, en tout cas pour notre équipe, c'est quand même beaucoup de cancérologie. C'est pas forcément que les personnes âgées, bien entendu, et malheureusement, ça concerne tout le monde. Donc, on peut voir des patients plus ou moins jeunes. Il y a aussi parfois des patients qu'on suit pour des insuffisances d'organes. Donc là, c'est vrai que c'est des patients déjà quand même un peu plus âgés. Notamment, je pense à des insuffisances respiratoires. On en suit quelques-uns en consultation, des insuffisances respiratoires terminales, sur des maladies, sur des fibroses, qu'on va voir comme ça régulièrement. Et puis, les maladies neurodégénératives, alors bien sûr, effectivement, la SLA,
on a régulièrement des patients porteurs de SLA. Parfois, on peut aussi être appelé dans les EHPAD pour des démences Alzheimer qui arrivent à la fin de leur vie. Ça peut également être ce type de patient. Après, si jamais vous avez un doute, si vous ne savez pas quelle équipe appeler, de toute façon, appelez l'une d'elles et puis après, on se coordonne, on s'appelle. Quand on sent que là, c'est une demande un peu limite entre la gériatrie, les soins palliatifs, on se met en lien avec nos collègues gériatres et puis on voit qui intervient. Voilà, puis souvent, ils ont droit à 2 évaluations, du coup. Ça peut arriver, oui. Voilà. Ce qu'on voulait vous dire surtout, c'est que la spécificité des équipes mobiles, c'est leur composition. Et la composition d'une équipe mobile, elle est pluridisciplinaire. On a c'est obligatoire. Sinon, ce n'est pas une équipe mobile. Donc, les équipes pluridisciplinaires, elles sont souvent composées essentiellement de médecins, d'infirmières, de psychologues et de secrétaires. La plupart des équipes mobiles, j'allais dire nationales, fonctionnent comme ça. Et après, elles font le choix d'avoir d'autres intervenants. Et puis, je crois que c'est aussi en fonction du budget. Voilà, ça, c'est une réalité. Surtout. Où effectivement, on peut avoir des assistantes sociales qui sont vraiment des acteurs très importants dans la prise en charge du patient, surtout comme le disait Madame Amouroux, où on s'aperçoit que notamment une unité de soins palliatifs, ce n'est pas un lieu de vie, ou si on rencontre les personnes à leur domicile et que le maintien à domicile est compliqué, il va falloir trouver ou en tout cas leur proposer des solutions. Et les assistantes sociales sont vraiment très aidantes dans la construction d'un projet pour le patient et leur famille. On a aussi des équipes mobiles qui font le choix d'avoir dans leur équipe des diététiciennes, des kinés, des ergothérapeutes. Je pense notamment aux équipes extra-hospitalières où là aussi l'ergothérapeute peut avoir un regard pour adapter le domicile et du coup retarder, j'ai envie de dire aussi l'hospitalisation ou même l'institutionnalisation du patient. Et puis on est aussi en lien avec les aumôneries, les bénévoles. Jalmal est présent ce soir. C'est tous ces intervenants qui vont faire aussi la richesse de l'équipe mobile. C'est tous ces regards croisés en fait qu'on va amener sur une situation, sur la situation que le patient vit, que la famille vit, et le fait de réfléchir tous ensemble à une meilleure qualité de vie, parce que je crois que c'est aussi l'un de nos objectifs premiers, c'est celui-là. Donc c'est tous ces intervenants qui vont permettre ensemble de pouvoir mettre un projet adapté au patient et à son entourage. En ce qui concerne les lieux d'intervention, donc dans un premier temps, en fait, l'équipe mobile va décider, j'ai envie de dire, selon la situation de l'endroit où elle va pouvoir évaluer le patient et son entourage. Et après, elle va pouvoir, en fonction de l'état du patient, réévaluer le lieu d'intervention. Je m'explique, c'est-à-dire que, par exemple, on peut très bien, avec les informations qu'on a reçues, aller faire une visite à domicile parce que le médecin qui nous a fait la demande ou la famille nous a sollicité pour qu'on puisse aller au domicile parce que le patient était très fatigué à ce moment-là, avec des symptômes d'inconfort majeurs, des douleurs qui font qu'il ne peut pas venir jusqu'au domicile en consultation. Et puis, après cette évaluation, après la mise en place de traitement, de pourquoi pas l'hospitalisation à domicile, le patient se stabilise, va mieux, et on fait des réévaluations et le patient peut venir à ce moment-là en consultation à l'hôpital. Ou l'inverse. On voit un patient qui arrive à l'hôpital en consultation et on s'aperçoit qu'en fait, ça a été un calvaire pour lui de venir, qu'il a mis plus d'1 heure à se préparer, qu'il y a des intervenants à la maison qu'il faut changer parce que ça ne correspondait pas avec le rendez-vous à l'hôpital. Voilà. Donc, en fait, on s'adapte en fait, à la situation. Enfin, on essaye, en tout cas. Et surtout à l'évolution, et on se réadapte. Voilà.
Donc, comme je vous le disais, on peut évaluer les patients au sein de l'hôpital de Valence avec des consultations externes qui peuvent être, alors dans un premier temps, elles sont souvent faites en binôme, donc médecin-infirmière, et après, souvent en trinôme avec la psychologue, en fonction, pareil, de la demande initiale qu'on nous a faite, les besoins qui ont été exprimés, et puis la disponibilité aussi de l'équipe. Donc voilà. Et après, souvent on réévalue après cette première consultation les besoins, comme je vous disais, et ça peut définir soit une consultation pareille, psychologue dans un deuxième temps uniquement avec le patient et une consultation avec la famille. Ça peut être une réévaluation médicale à 15 jours, une semaine, 3 semaines, ça dépend. Ça peut être aussi des consultations uniquement paramédicales. Voilà. Avec la proposition aussi de techniques complémentaires qu'on peut proposer aux patients. On intervient donc dans les EHPAD avec lesquels on est conventionné. On intervient donc, comme je vous disais, au domicile, avec ou sans l'HAD, pour les suivis médical, paramédical, psychologique. Ça peut se faire au domicile, le suivi peut se faire donc au domicile, à l'hôpital ou en établissement de santé aussi public ou privé conventionné. On intervient dans des masses, on intervient dans les cliniques, l'hôpital psychiatrique. Voilà. Ça, voilà. Alors, quand faire appel à notre équipe, quand faire appel à une équipe de soins palliatifs, alors pour vous aider, je vous ai mis un petit lien sur le site de la SFAP, donc la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, où vous trouvez ce questionnaire qui est le Palliadis. C'est un outil qui avait été créé par la SFAP pour aider les professionnels de santé, pour les guider dans leur choix de faire appel ou non à une équipe de soins palliatifs. Alors, je ne sais pas comment ça sort là de loin, c'est peut-être pas vraiment buvable, donc c'est pour ça que je vous ai mis le lien, comme ça vous pourrez aller dessus et le regarder tranquillement. En gros, ça c'est un petit outil. En fait, on va surtout nous solliciter quand il y a une problématique. Alors bien entendu, le prérequis, c'est qu'il faut que notre patient soit atteint d'une maladie grave, évolutive et incurable, bien entendu. Et ensuite, pourquoi nous appeler ? Ça peut être parce qu'il y a un problème de symptômes, on le disait tout à l'heure, une douleur, des troubles digestifs, une souffrance physique. Parfois, on peut être sollicité aussi pour aider une équipe dans la prise en charge d'une souffrance morale avec cet aspect pluridisciplinaire de notre équipe et l'aide de nos collègues psychologues. Ça peut être une situation complexe, alors pas forcément complexe sur le plan médical, mais elle peut être complexe sur le plan social. Un patient avec des enfants jeunes, des patients dans de la précarité. Voilà. Donc, on a plein de raisons de nous appeler. Et donc, ce petit outil édité par la SFAP permet de préciser un peu pourquoi nous appeler et puis vos attentes aussi. Bien entendu, alors qui peut nous appeler ? Ce sont la plupart du temps les médecins qui font la demande. Alors en intra-hospitalier, les médecins ou les internes des services. En extra-hospitalier, ça peut être les médecins traitants, les médecins coordonnateurs, l'équipe de l'HAD, mais pas que. Parfois, on peut être sollicité aussi par les infirmières, et notamment à domicile, ça peut être par les infirmières libérales qui sont inquiètes d'une situation et qui nous appellent. Ça peut être par les infirmières des EHPAD. Dans ces cas-là, nous, ce qu'on fera quand même, c'est qu'on va quand même toujours faire un appel au médecin traitant, faire un appel au médecin co, ou même quand c'est en intra-hospitalier qu'on est sollicité par les infirmières d'un service, pareil, on va appeler le médecin qui gère le patient et qui a la responsabilité du patient, parce qu'on veut quand même obtenir son accord, parce que l'idée de notre équipe, ça va être de faire des propositions de traitement, des propositions de prise en charge. Et ensuite, il va falloir que l'équipe médicale
valident ces propositions et les suivent. Ça n'a pas d'intérêt d'aller voir un patient si derrière le médecin, une fois qu'on a fait des prescriptions, des préconisations ou même des fois des prescriptions, passe derrière et dit « moi je ne suis pas du tout d'accord, je raye tout ça, pourquoi vous êtes venu, ce n'était pas la peine ». Donc voilà, on demande quand même, c'est déjà arrivé, donc on demande quand même toujours, voilà, on veut être sûr que tout le monde est bien au clair avec notre intervention, tout le monde au niveau des soignants, mais aussi bien entendu au niveau des patients. On demande toujours à ce que les patients soient informés de notre venue, qu'ils soient d'accord avec notre venue. Parfois, il arrive aussi, je ne l'ai pas dit, mais que ce soit des fois les familles des patients qui nous sollicitent. Et là, c'est pareil, hein, on prend le contact quand même aussi avec les médecins. Mais en fait, on veut aussi quand même que le patient soit informé et soit d'accord. Et là aussi, il arrive parfois que ce n'est pas le cas et ça nous met dans de drôles de situations, que ce soit pour nous et surtout pour le patient. Idéalement, c'est vrai qu'on demande si la famille peut être partie prenante dans la prise en charge palliative, bah, c'est mieux. Bon, après, si la famille n'est pas là ou si la famille a quelques réserves, ça ne nous empêche pas forcément d'intervenir, mais à ce moment-là, on essaye de prendre un temps avec la famille pour expliquer le sens de notre prise en charge. Nos limites, alors on en aura moins grâce à la rallonge de l'ARS qui va nous permettre d'avoir plus de monde dans notre équipe. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'extra-hospitalier, ça nous demande quand même une organisation. Pour le coup, nous, on n'a pas de ligne d'urgence, on n'a pas un personnel dédié pour répondre comme ça en urgence. Donc, aller faire une VAD au pied levé, c'est très, très compliqué pour nous parce qu'à côté de l'extra-hospitalier, on a tout l'intra-hospitalier et on est, en tout cas pour l'équipe de Valence, adossé à un assez gros hôpital. Donc, on a quand même beaucoup de demandes en intra. Et on a nos consultes. On a nos consultations, les soutiens psycho aussi. Donc, parfois, on ne peut pas se libérer comme ça au pied levé. Si on ne peut pas se libérer comme ça et que là, c'est une situation qui reste quand même assez aiguë, on va quand même donner des conseils téléphoniques, on va appeler le médecin, on va faire des propositions, parfois même envoyer des ordonnances si c'est une infirmière qui nous appelle, pour essayer de tenir le temps que l'on puisse se dégager un temps d'intervention. Et oui. Voilà. Eh bien, actuellement, l'équipe mobile sur le centre hospitalier, donc pour ses activités intra- et extra-hospitalières, elle est composée, donc, comme le disaient mes collègues, de cette équipe pluridisciplinaire, donc 1,6 temps médical, 2,8 temps infirmier, 0,9 temps psychologue et 1 temps de secrétaire. Donc, c'est une équipe dotée qui risque de se développer, comme le disait le docteur Lafuma avec les rallonges de l'ARS. L'idée, c'est de recruter un 0,8 temps infirmier et 0,6 temps médical. Ça permettrait d'évaluer plus de patients, de situations complexes et de se déplacer et de développer essentiellement l'activité extra-hospitalière et de proposer des suivis plus rapprochés, que ce soit sur le plan médical, paramédical et psychologique. Et d'augmenter, comme le disait tout à l'heure ma collègue, l'activité de formation auprès des professionnels libéraux. On vous met juste, voilà, on vous a mis en dernière diapo pour laisser un petit peu les coordonnées donc, de toutes les équipes de notre secteur Drôme-Ardèche pour que voilà, vous sachiez comment nous joindre. Oui, c'est un maillage territorial et il nous arrive aussi de travailler entre équipes mobiles pour que, que la qualité de vie, ça se joue aussi sur l'enjeu du territoire et de rapprocher les patients de leur domicile quand c'est possible. Voilà. Alors moi, je suis Anne-Sophie Stéphane, je suis médecin sur l'équipe mobile, mais là aujourd'hui, je vous présente l'unité de soins palliatifs. Donc nous, aux hôpitaux Drôme Nord, les équipes, on est mixtes. Je suis toute seule sur la scène, mais il y a mes collègues qui voulaient pas prendre la lumière, Elsa, Léa, les infirmières, et Luigi et Nathalie qui sont médecins aussi avec moi. Donc voilà, on vous invite à venir visiter notre unité de soins palliatifs, à ouvrir la porte. Nous sommes une jeune équipe, une jeune unité qui a été labellisée en 2022 par l'ARS. Avant, on avait des lits identifiés de soins palliatifs. Vous avez vu les LISP dans la pyramide.
qui avant était OSSR. Maintenant, on a notre unité propre et on est dans des locaux tout neufs, comme vous pouvez le voir, rénovés en 2024. On s'adosse toutes les activités et soins palliatifs, peut-être que vous en parlerez après, sur des textes réglementaires qui nous servent un peu de base pour définir nos missions et qui nous servent aussi de base pour négocier pour faire du soin palliatif à l'hôpital. On a besoin de plus de personnel que dans un service de MCO conventionnel. Et ça, c'est défini justement dans ces textes. Et ça nous sert de base pour négocier avec nos directions. Donc, les patients qu'on accueille, nous, on a 10 lits, 10 chambres seules. Ils sont majeurs. C'est rare qu'on ait des jeunes dans la vingtaine, mais ça peut nous arriver. Et il n'y a pas de date de fin. C'est comme à l'HAD, on peut avoir des centenaires. Mais je dirais que la moyenne d'âge, c'est entre 60 et 65. Alors, on a très souvent des quarantenaires, comme des personnes plus âgées. On fait partie du pôle de gériatrie, nous, mais voilà, on n'a pas quand même la même population. Comme le MSP, 80% de nos malades sont atteints de pathologies cancéreuses en phase terminale. Et après, on va accompagner aussi des insuffisances d'organes, des maladies neurogénératives. On travaille de plus en plus avec des patients qui ont des SLA, qui autrefois étaient uniquement suivis par leur centre de référence, et qui maintenant, leur infirmière de nos coordinations nous a repérés, nous les adresse. Et donc, l'indication pour être hospitalisé, c'est que des patients où on n'a pas pu stabiliser suffisamment en consultation, et il y a besoin d'une hospitalisation parce que la situation est vraiment complexe sur le plan médical, sur le plan psychique ou sur le plan social, et souvent les trois impliqués. Et donc, les symptômes qu'on va prendre en charge, c'est ceux qu'on a décrits déjà auparavant. Nos patients sont admis parfois via les urgences, mais ce n'est vraiment pas la porte d'entrée la plus fréquente. C'est souvent des mutations d'autres services de notre hôpital ou d'autres hôpitaux, d'oncologie de Valence ou du CLB, de Lyon-Sud, pour les rapprocher de leur famille quand ils en sont au stade palliatif. Des patients qui viennent directement de leur domicile, si on a la possibilité, si on a de la place, soit sur sollicitation de leur médecin traitant. On travaille beaucoup avec l'HAD en entrée et en sortie. Et les patients qu'on suit en MSP, ils ont nos numéros de téléphone, ils peuvent nous solliciter directement. Donc là, ça peut passer directement par la famille, par les infirmières libérales. Et là, pour le coup, on ne revalide pas forcément avec le médecin traitant. S'il y a besoin d'une hospitalisation et qu'on a un lit, on le prend. La durée moyenne de séjour est de 13 jours, qui est la moyenne nationale, plutôt moins. Parfois, c'est que quelques heures parce qu'on a pris un patient des urgences pour pas qu'il décède sur un brancard aux urgences. Sa famille a besoin d'être accompagnée. Donc, on le prend même si c'est pour que quelques heures dans le service. Et puis, des fois, les patients en phase agonique, on a l'impression que c'est pour que quelques heures et ça va durer plus longtemps que ça, plusieurs jours. Et comme des séjours qui peuvent aller à plusieurs mois. Ce n'est pas l'objectif, c'est ce qu'on s'est dit au départ. Une unité de soins palliatifs, ce n'est pas un lieu de vie, mais on manque beaucoup de solutions d'aval. Quand un patient relèverait d'une EHPAD, comme vous, on galère pour avoir un lit. Il peut attendre des fois 2 mois, 3 mois. Et puis les patients qui sont trop jeunes pour l'EHPAD, où il n'y a pas de soutien familial assez prégnant pour pouvoir organiser une HAD pour qu'ils puissent sortir, on ne les met pas dehors, ils restent dans notre service. Et le mode de sortie, souvent les patients ont peur de venir chez nous parce que ça veut dire que si je rentre aux soins pâles, que je vais mourir aux soins pâles. Pas forcément. On estime à peu près à 60% en effet de patients qui vont décéder dans le service, mais 40% vont sortir, soit chez eux, avec ou sans HAD, soit en EHPAD, soit dans un autre lieu de vie. Notre équipe médicale, nous, on est bien dotés niveau médecin, alors on savoure. On a les 3 équivalents temps plein, mais on se partage entre l'équipe mobile intra-extra hospitalière.
Au niveau infirmier et aide-soignant, la particularité, c'est que nous, on partage nos locaux, notre aile, avec le service de rééducation. Donc, les infirmiers et les aides-soignants peuvent être ou du côté SSR ou du côté soins palliatifs. Mais pour nos 10 lits, en journée, on a 2 infirmières. Il n'y a pas d'hommes dans l'équipe. Et une aide-soignante. L'idéal, ce serait d'avoir même 2 binômes, un binôme infirmier-aide-soignant pour 5 malades. Mais voilà, ça sera peut-être un jour pour plus tard. On a 3 psychologues qui travaillent avec nous. C'est aussi une volonté d'avoir pas une seule tête pour les congés. Et puis, une psychologue, elle va accompagner le patient. Une de ses collègues va prendre le conjoint s'il a besoin. Une troisième, les enfants. Enfin, voilà, on se répartit la famille pour l'accompagnement psychologique. On a une assistante sociale qui a un temps, c'est pas un ETP, un temps court mais qui est efficace. Et après, on a tous les services de l'hôpital pour donner des avis comme n'importe quel. Dans n'importe quel. C'est pas parce qu'on est soins palliatifs qu'on va pas prendre un avis cardio, qu'on va pas envoyer notre patient passer un scanner. On profite de tout le plateau technique. Les spécificités du service. On a un règlement qui est adapté par rapport à un autre service de MCO. Il peut recevoir ses proches 24 heures sur 24. Ça arrive souvent qu'un enfant qui arrive du bout du monde pour venir voir son proche en fin de vie. S'il arrive à 23 heures, il monte à 23 heures dans le service. Les chambres sont plus grandes. On a la moitié de nos chambres qui sont des anciennes chambres doubles où il y a un seul lit, donc c'est des chambres seules. Donc on peut facilement mettre des lits couchettes. Pour un proche, on a un salon des familles. Donc c'est cette jolie petite salle là, qui est sympa. C'est aussi la salle où on fait les entretiens avec les familles, où les enfants peuvent venir jouer parce qu'il y a des jeux. Elle est bien appréciée par les familles. On reçoit les animaux de compagnie. Au niveau hygiène, on ne le dit pas. Mais si voilà, le patient était très proche de son chat, de son chien, on se limite à ça. Éventuellement hamster, mais c'est jamais arrivé. On ne reçoit pas les chevaux. Mais par contre, blague à part, on a organisé pour une patiente pour qu'elle puisse sortir et aller voir ses chevaux. On a trouvé une association qui l'a conduite avec une ambulance gratuitement. La spécificité des soins palliatifs, c'est d'établir un projet de soins pour le patient. Dans quoi on s'engage. Voilà. Pour ça, on discute tous les mardis après-midi, nous, en staff multidisciplinaire. Nos staffs, ce n'est pas qu'entre médecins. Il y a les infirmiers, les aides-soignants, les psychologues, le cadre, l'assistante sociale, la secrétaire, et on établit ensemble le projet de soins pour le patient. Et puis, la particularité des EMSP aussi, je ne sais pas si vous en avez parlé. Ah, petit oubli, c'est qu'on doit faire une fois par mois une analyse des pratiques avec une psychologue externe à l'hôpital. Ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre une situation difficile et on va la relire ensemble pendant 1h30. Voilà. Les soins palliatifs, l'intérêt que j'y vois, moi, si vous voulez travailler en soins pal, je fais un peu de pub, c'est que c'est à la fois très technique médicalement et puis il y a une autre branche très humaine dans l'accompagnement. Voilà, on ne s'interdit rien au niveau médical en soins pal, on fait tout ce qui est nécessaire. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est pas parce qu'on est en soins pal qu'on ne fait plus rien. On est les rois des pompes à morphine, oxycodone, amidazolam, la kétamine, des pompes intratécales, ce n'est pas nous qui les posons, mais voilà, on va se poser des questions pour, même si techniquement, il faut aller loin dans la technique pour soulager le patient, on va le faire. On fait fréquemment des ponctions d'acide, ponctions pleurales, on les laisse à notre pneumo, on transfuse aux soins palliatifs. Et aussi, on se pose la question d'arrêter les traitements quand ils deviennent inutiles. L'alimentation et l'hydratation sont des traitements. Donc ça demande des fois beaucoup de temps pour l'expliquer aux familles. Et puis les soins palliatifs, c'est le temps, la distorsion du temps même, je dirais. Le temps de l'accompagnement du patient, des proches, qui des fois trouvent le temps trop court, d'autres trop long. Mais voilà, on s'adapte, ce n'est pas nous qui sommes les maîtres du temps. C'est prendre le temps, même si ça peut vous paraître anecdotique, de servir les repas à l'assiette et pas d'enlever les opercules. C'est de prendre
le temps de préparer des jolies assiettes, de couper les fruits. Et puis, c'est l'occasion aussi, en soins palliatifs, de tester d'autres types de soins que les soins allopathiques conventionnels. Donc, vous, à Valence, vous faites pas mal d'aromathérapie. Nous, on n'est pas formés, donc on ne s'est pas encore lancé. Par contre, on a une de nos médecins qui fait de l'acupuncture. On a un projet d'avoir une ostéopathe, une demi-journée par semaine. Nos soignants sont formés au toucher massage. Voilà. Donc ça, forcément, c'est pas remboursé par la sécurité sociale. C'est aussi pour ça qu'on a besoin du partenariat associatif en soins palliatifs. Donc, on a des visiteurs bénévoles. Vous interviendrez après. Mais beaucoup de nos patients sont très isolés, reçoivent peu de visites. Donc, ils sont ravis de venir échanger avec vous. On a Agir contre le cancer qui va financer des soins qui ne sont pas pris en charge, comme l'intervention d'une socio-esthéticienne. Notre projet ostéopathe, c'est à eux à qui on va frapper à la porte. Ils nous financent le passage d'une sophrologue. Et puis, on a aussi une association, vous en avez aussi une dans votre service, pour récolter des fonds, pour améliorer le quotidien des patients, par du matériel, avoir un poste de radio, avoir une jolie couette plutôt que les couvertures et les draps moches de l'hôpital, pour essayer d'améliorer le quotidien. Et puis, les aumôniers, ce n'est pas des bénévoles, ils sont salariés des hôpitaux, mais voilà, quand nos patients les demandent, ils ont accès à l'aumônier. Et je terminerai juste avec cette affiche. Je ne sais pas comment vous imaginez un service de soins palliatifs. Ce n'est pas un truc feutré où tout le monde chuchote. C'est très vivant, un service de soins palliatifs, ça rigole beaucoup. Ça chante si le patient aime la musique. Voilà. Merci. Maintenant, c'est le temps des questions pour les équipes mobiles et l'USP, si jamais vous en avez ou s'il y en a au niveau digital. Bonjour, alors moi c'est Marie-Charlotte Margerie, je suis infirmière pour la DAPI de la Drôme et je me posais la question, est-ce que vous prenez en charge parfois des gens en situation de handicap et comment ça se maille, comment ça se passe? Alors, les équipes mobiles sont conventionnées avec le secteur du handicap, avec l'ADAPI, alors que ce soit à Romans ou sur le secteur de Valence. Donc, il nous arrive d'intervenir effectivement pour des patients. Là, actuellement, dans notre unité, par exemple, nous avons un patient hospitalisé qui vient d'une masse et qui est actuellement hospitalisé. Donc, oui, on peut prendre en charge. Mais qui a une maladie, oui, au-delà de son handicap. C'est un patient un jeune patient qui a un mélanome, qui a un cancer métastatique et qui, au même titre que n'importe quel autre patient, peut venir dans notre service. Merci. Juste, j'en profiterai pour dire que, par exemple, par rapport à cette situation, initialement, la demande avait été une visite dans l'établissement par l'équipe mobile. Et en fait, pour discuter du projet de soins avec les éducateurs, avec les infirmières, avec le médecin traitant du patient. Bon, et il s'avère que son état s'est aggravé et que finalement, l'évaluation n'a pas pu se faire et il est venu directement en hospitalisation. Qui sont peu. Ouais, on a quand même eu quelques situations à l'HAD qui heureusement sont peu fréquentes d'enfants dans des situations palliatives ou d'accompagnement de fin de vie même carrément. Et vous faites pas beaucoup de soins palliatifs chez les enfants? Alors nous, en fait, en effet. Alors nous, déjà dans notre unité, comme vous, on est une unité adulte. Donc, on accueille les gens à partir de 18 ans. Et comme à Romans, on a rarement des jeunes. Il nous arrive d'avoir des jeunes d'une vingtaine d'années, mais pas d'enfants. Après, pour les soins palliatifs, il y a effectivement
l'équipe mobile, enfin l'équipe Espera, Oui, je connais. l'équipe mobile de soins palliatifs pédiatriques qui rayonne effectivement dans Après, toute la région. Donc c'est pas facile. pratiquement qu'un contact téléphonique la plupart Ouais, du temps. ouais, ouais. Enfin, ça arrive qu'ils se déplacent sur des situations dans le service de pédiatrie, mais enfin, franchement, il y a eu des situations où nous, Je ne sais pas s'il on n'y était un peu a seuls. pas un projet d'unité de soins palliatifs. Alors, l'équipe Espera, elle est là en renfort des équipes. Après, c'est pour les pédiatres, je suis puère, donc c'est ma partie enfant qui parle. Les spécialistes gardent le suivi jusqu'au bout, donc il ne faut pas hésiter à retourner vers l'oncopédiatre, le neuropédiatre ou le pneumopédiatre parce qu'ils vont suivre l'enfant jusqu'au bout. Espera est là en recours et on va avoir une unité de soins palliatifs, donc il y en aura 2 sur le territoire français, un en Guyane et un en Rhône-Alpes. À partir de début 2026, qui pourrait aussi être un recours, mais c'est une USP qui va être sur Lyon. Donc, c'est aussi de la distance. Mais voilà, Espera est là pour vous et les pédiatres. Et autrement, pas hésiter à me contacter pour que je vous mette en lien avec des pédiatres palliatologues. Merci. Est-ce qu'il y avait une autre question, pardon? Moi, j'avais une question. Alors, c'est vrai qu'on parle de la fin de vie, et du coup, je voulais connaître un petit peu votre réflexion et sur votre mode de réflexion sur tout ce qui était question éthique. Voilà, donc tous les dilemmes que vous pouvez rencontrer au-delà des exercices d'analyse de la pratique, est-ce que vous avez d'autres lieux qui vous permettent justement de poser peut-être les questions éthiques que vous pouvez rencontrer? Nous, à Romans, on a un groupe de réflexion éthique, mais qui n'est pas spécifique aux soins palliatifs. Hein. Le but, c'est de réfléchir sur toute situation. Donc, mais c'est un groupe qui va intervenir a posteriori, qui n'est pas là pour donner une réponse à une situation qui est vécue maintenant, mais qui va reprendre une situation qui avait été jugée difficile par une équipe et qui va la discuter lors de soirées éthiques où on fait intervenir aussi une juriste, une philosophe et une sociologue. Merci en tout cas. Je vous invite maintenant à poursuivre un petit peu. Je vous invite à poursuivre un petit peu avec une dimension peut-être plus globale, comme on parlait un petit peu au départ, et un peu moins médicalisée. Et pour ça, je vais appeler Monsieur Villette et Madame Girardier de l'association Jalmalve. Bonsoir. Alors merci d'abord de nous avoir invités à présenter notre association ce soir. Une intervention en 2 temps. D'abord, moi, je vais vous présenter l'association, nos missions, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on les fait, comment nos bénévoles sont formés. Et puis dans un deuxième temps, une bénévole donnera un témoignage de ce qui peut se vivre dans un service. Jalmalve Drôme Nord, donc Ardèche, dont je suis le président, Patrick Villette, président depuis 4 ans. C'est une association qui a été créée en 1983 à l'initiative du docteur Rioux, qui était pneumologue à l'hôpital de Valence. C'est une association qui est laïque et qui est apolitique. On n'a aucune connotation religieuse, on n'a aucune connotation politique, et c'est important de le signaler. Et on est affilié à la fondation Jalmalve, qui est reconnue d'intérêt général, qui a été fondée en 1983 par le professeur René Scherrer, qui était oncologue à Grenoble, au CHU de Grenoble, et avec sa psychologue Janine Pillot, ils ont décidé de créer une association d'accompagnement des personnes qui étaient en fin de vie. Les années 83, c'était les années SIDA, c'était les années où les personnes mouraient souvent seules, isolées, sans personne, sans visite. Et c'était important de créer une association de bénévoles.
Cette fondation, il y a 75 associations sur 70 départements. Il y a des départements où il y a 2 associations. C'est le cas de la Drôme. On a une association dans le nord de la Drôme qui est basée sur Valence et une association dans le sud de la Drôme qui est basée sur Montélimar. La fondation, c'est 25 000 bénévoles d'accompagnement, 65 000 personnes accompagnées par an dans la France, essentiellement dans le nord, la région parisienne et l'est. L'ouest est plutôt accompagné par une autre association. La fondation, c'est bien sûr un bureau, un conseil d'administration. C'est des commissions qui travaillent régulièrement, une commission sur la fin de vie, des commissions de bénévolat. Et puis, c'est une revue qui paraît 4 fois par an, avec des articles divers et variés. Et puis, c'est un congrès annuel sur des grands thèmes. L'année dernière, c'était la joie dans les soins palliatifs. C'était à Saint-Étienne. Et cette année, ça sera à Strasbourg sur la spiritualité au sens large dans les soins palliatifs. Du fait donc des valeurs défendues par Jalmav et du fait de la réflexion que porte la Fondation, on est en lien avec la CNAM, avec la SFAP, la Société française d'accompagnement en soins palliatifs, et avec les différents ministères. Et à ce titre-là, on a été entendu par la commission citoyenne qui avait été mise en place par le président de la République, et la Fondation a été entendue également dans les dernières lois qui ont été votées ou qui sont susceptibles d'être votées. On ne sait pas comment est-ce qu'on peut dire. Sur la Drôme Nord Ardèche, on a 50 bénévoles, dont 6 bénévoles de structure qui s'occupent uniquement du fonctionnement de l'association, 70 adhérents. Je vous ai mis quelques chiffres pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. L'année dernière, les bénévoles ont parcouru 37 000 km. Il y a eu presque 1300 heures de bénévolat de structure. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'il y a eu 2060 personnes accompagnées en hôpital, 3875 personnes accompagnées en EHPAD et 143 personnes accompagnées à domicile. Voilà, on est un petit peu en déficit de bénévoles qui accompagnent à domicile, mais voilà, il y a des formations qui se font et ça serait important qu'on ait des bénévoles qui se forment parce qu'on a quand même de nombreuses demandes d'accompagnement à domicile. Et puis on a des groupes de parole pour personnes endeuillées, mais ça, je vous en parlerai plus tard. Les valeurs de l'association, c'est la dignité de la personne qui est en fin de vie. C'est le respect de la vie jusqu'au bout, la solidarité et la confidentialité. Les engagements de Jalmav, c'est changer le regard de la société sur la mort, la vieillesse, le deuil, par des interventions à l'extérieur, par des interventions dans la cité. C'est des films, c'est des conférences, voilà, c'est ce soir où on témoigne de ce qu'on fait. Le gros de notre travail, c'est accompagner les personnes en fin de vie, âgées ou gravement malades, à domicile, en EHPAD ou en hôpital. Et on a une deuxième activité qui c'est de soutenir les familles et les personnes endeuillées. Donc c'est quelque chose qui s'est mis en place plus récemment. Ça a 3 ans maintenant. Ça existe dans d'autres associations de la Fondation. Mais nous, on l'a mis en place que depuis 3 ans. C'est donc des personnes qui peuvent appeler l'association et on leur propose des entretiens individuels pour parler de leur deuil, pour parler de leurs difficultés. Et ça peut ou pas se prolonger par des groupes de parole de 10 personnes accompagnés par 2 bénévoles. On a actuellement donc 2 groupes par an qui sont sur Valence et on vient d'ouvrir un groupe sur Romans qui va commencer là tout de suite au mois d'octobre. Et puis la dernière démission, c'est favoriser le développement des soins palliatifs. Le lieu d'intervention, c'est le centre hospitalier de Valence, en unité de soins palliatifs en oncologie, que ce soit en service ou en oncologie de jour. Le centre hospitalier de Tournon, où on a des lits dédiés soins palliatifs. Le centre hospitalier de Privas, équipe mobile de soins palliatifs. Le centre hospitalier d'Aubenas, le centre hospitalier de Romans, on intervient en unité de soins palliatifs. Depuis peu, on intervient au centre hospitalier Drôme-Vivarais, qui est en USLD psychiatrique. Ils sont venus nous chercher en disant que finalement, dans la psychiatrie, comme ça évolue au niveau des traitements, il y avait aussi des personnes qui étaient en fin de vie et peut-être qu'on pouvait accompagner ces personnes-là. Alors, on a peu de recul parce qu'on intervient donc depuis le mois de février, mais c'est quelque chose qui a du sens et c'est quelque chose qui est amené à se développer.
dans les différentes EHPAD de la région. Alors, on ne peut pas répondre à toutes les sollicitations des EHPAD parce qu'on n'a que peu de bénévoles, mais on a certaines EHPAD avec qui on a signé des conventions. Et puis, on est en train aussi, la diapo a été coupée, mais on est en train aussi de travailler sur une convention avec la clinique Pasteur, avec les lits dédiés sur les soins palliatifs. Les accompagnants sont partenaires des soignants. C'est important de ne pas être seul dans son coin, hein. On signe une convention avec l'établissement de santé, une convention qui dit nos missions, qui dit nos besoins et qui dit aussi les besoins de l'établissement qui signe la convention avec nous. Les bénévoles sont dans l'être et non dans le faire. Ça, c'est important. C'est rappelé plusieurs fois dans la formation. On a quelques soignants qui font la formation et qui deviennent bénévoles. Et la première chose qu'on leur dit, c'est que la première chose à faire, c'est de quitter la blouse et de la laisser très, très loin. Voilà, nos bénévoles ne vont rien faire et on ne donne pas à boire, on ne donne pas à manger. On est là pour être et non pas, voilà, on respecte le travail des soignants. Il y a une traçabilité, on a un classeur qu'on met en place pour qui marche dans les deux sens, hein, c'est-à-dire que les soignants vont nous dire, voilà, il y a telle personne qu'il faudrait voir parce que ça ne va pas, parce qu'elle elle a fait une pathologie qui fait que son état de santé s'est aggravé. Et puis de notre côté, on va dire, aujourd'hui, on a vu Madame X. Voilà. Alors, aucune notion de médicale, hein, c'est uniquement ce qu'on a ressenti en disant aujourd'hui elle était plus fatiguée ou moins fatiguée, ou elle a parlé, ou simplement elle a dormi, et puis on l'a accompagnée avec une présence silencieuse. L'important, c'est qu'il y ait une régularité d'intervention, c'est-à-dire que quand les bénévoles s'investissent, on leur dit, voilà, vous vous investissez, voilà, vous prenez ce créneau-là, il faut essayer d'y tenir, de venir parce que les personnes vous attendent, les soignants vous attendent, et puis les personnes qui sont dans les lits vous attendent aussi. Pour ça, on met en place un binôme. Il y a souvent 2 personnes dans le même service, de manière que s'il y a une personne qui est absente, l'autre personne peut prendre le relais. On demande qu'il y ait un correspondant dans le service, alors soit l'infirmière, soit la psychologue, soit l'animatrice, ça peut être l'animatrice dans certains EHPAD. Et puis on fait des rencontres, on essaye de faire des rencontres régulières avec les soignants. Alors les bénévoles, je sais qu'ils rencontrent régulièrement les soignants. On devrait essayer de voir les services une fois par an pour faire le point, pour savoir ce qui va, ce qui ne va pas. Après, c'est un peu chronophage. Nos bénévoles, on ne les envoie pas comme ça, ils sont formés. Comment est-ce qu'ils arrivent à Jalmalve? Ça peut être le bouche à oreille, ça peut être lors des forums des associations, ça peut être la fédération qui a aussi une ligne dédiée sur le site internet pour devenir bénévole. Il y a une journée de sensibilisation qui a lieu au mois d'octobre où on présente l'association, on présente ses missions, il y a des témoignages. Et puis, à la fin de cette journée de sensibilisation, les personnes qui veulent continuer de s'investir, on leur demande de faire une lettre de motivation. Cette lettre de motivation, elle est lue par le responsable de la formation, par la psychologue qui dispense la formation et par moi-même. Et on décide d'un groupe de 10 à 12 personnes qui vont se former par an. C'est 6 week-ends de formation, à raison d'un week-end par mois pendant 6 mois. Il y a 4 week-ends qui sont animés par une psychologue. Il y a un week-end qui est plus généraliste, on fait intervenir des médecins, des cadres de santé. Et puis un week-end gériatre, c'est moi qui l'anime. 6 week-ends de formation et puis des parrainages, 4 semaines en EHPAD et 4 semaines en USP. Une fois qu'ils ont fait cette formation, le bureau valide ou pas le futur bénévole. Ils signent une charte qui les engage donc à accompagner régulièrement, à respecter un petit peu les valeurs de l'association. Ils ont des groupes de parole obligatoires mensuels pour déposer les situations qui peuvent être difficiles quelquefois. Et puis, il y a des formations continues. Donc, des formations continues qui sont dispensées soit par la fédération sur l'accompagnement à domicile, l'accompagnement au deuil, par exemple. Et puis, on essaye, nous, de faire des formations continues dans l'année. Ça demande de l'investissement, hein, cette formation. C'est-à-dire que 6 week-ends de formation, c'est important. Et puis, ils payent leur formation. Alors, même si on se fait rembourser une partie par la SFAP, donc voilà, mais ils payent une partie de leur formation. C'est un engagement qu'ils prennent. Et ça, voilà, il faut être motivé pour
pour venir. Bon, je vous ai mis quelques liens pour nous joindre. Après, j'ai mis des plaquettes, donc vous trouverez les plaquettes, il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis, je vais vous finir sur Emmanuel Lévinas. Hein. Ce qui se passe pour un sujet a une portée symbolique pour la communauté humaine. Et puis, que quelqu'un finisse sa vie reliée à la communauté des hommes, cela change la vie des autres. Voilà. Et puis, je passe la parole à Claire. Non, je pense. Je vais peut-être pas trop parler des personnes que je rencontre. Je vais vous parler un peu de ce que vit une bénévole, des questionnements. La première chose que l'on fait quand on rentre dans l'accompagnement, c'est de mettre son badge. Donc le badge, ça veut dire que je ne viens pas en mon nom. Je viens au nom de la société. Je suis le lien entre dehors et dedans le milieu clos dans lequel se trouve le patient, qu'il soit en EHPAD ou qu'il soit à l'USP. C'est pas grave. Merci. Et puis, je vais me permettre de vous lire un texte qui est paru dans la revue dont parlait Patrick tout à l'heure, où on a la possibilité de s'exprimer. Donc, je l'ai fait. Ça fait 8 ans que je suis bénévole. Je suis une ancienne infirmière qui n'a pas beaucoup exercé, mais qui a quand même ça dans la peau. Ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Ce que je croyais savoir s'amoindrit et s'effiloche. Ce dont j'étais sûre s'estompe. Alors oui, je sais visuellement ce qu'est une fin de vie, les signes avant-coureurs, les transformations du corps. Oui, une chambre d'hôpital ou d'EHPAD ne me sont pas inconnues, et avec le temps, je ne suis plus aussi timide ni hésitante, ni choquée aussi. Mais ce que je sais et ressens de plus en plus, c'est que je sais de moins en moins, c'est que je ne sais rien. Celle qui est en face de moi, qui est-ce et qui suis-je? De quel droit je peux me permettre? Ce que je vois, ce que j'entends, est comme un frémissement de la vie, de sa vie, dont il m'est donné avec son consentement d'être témoin. Chaque visite, chaque rencontre, chaque moment, chaque seconde, chaque respiration avec l'autre est un défi de rencontre, de présence, et mon ressenti, pour ne pas dire mon cinéma intérieur, n'est pas ce qui se passe dans le cœur de celle ou de celui qui accepte la présence d'une étrangère. Alors, je fais des erreurs. Oui, je me trompe aussi. Parfois, je dis au lieu de me taire. Je reste au lieu de partir. Je pars alors qu'il serait bon de rester. J'oublie aussi d'une fois sur l'autre les visages et les paroles. J'essaie seulement de proposer ce temps, se recevoir, sans jugement des récits de vie et des craintes. J'essaie d'accueillir les peurs, les cris, les silences, ces moments de paix, de confiance, d'espérance. J'essaie de recevoir le don de cet autre que je ne reverrai peut-être jamais et pour qui je suis un oiseau de passage. Car c'est bien cela, nous passons d'une chambre à l'autre, d'un moment à l'autre, d'un état à l'autre, d'une personne à une autre. Depuis quelque temps, je perçois les accompagnements comme une naissance dans le dépouillement des corps à une vie de nos animats. Les attentes, les questionnements, les douleurs se partagent, se disent, comme dans une salle de travail, dans une salle d'enfantement. Tout cela est arrosé de larmes, car mes yeux sont aveugles sur notre devenir, et tout passage déchire ceux qui partent et ceux qui restent. Alors nous sommes là, écoutant, avec ce que nous sommes, dans les chambres, les couloirs, et croyez-moi, ça vaut la peine. Merci beaucoup pour cette lettre et puis l'explication sur l'association Jalmalve. Ce que je vous propose, parce qu'on a un petit peu débordé dans le temps,
Comme le disait Monsieur Villette tout à l'heure, ils ont ramené des plaquettes et des flyers. Donc, si jamais il y a une question ou deux maximum pour qu'on puisse ensuite ouvrir le débat sur les perspectives législatives. Merci beaucoup. Anticipé. Voilà. Oui, donc besoin. C'est les souhaits de fin de vie. Oui, voilà. Alors, c'est effectivement les souhaits de fin de vie, mais ça ouvre sur la rédaction des. Tout à fait. Donc c'est effectivement un jeu de cartes, voilà, un jeu de cartes classique hein, avec des grandes thématiques et donc des grandes questions, des grandes thématiques. Et les personnes sont appelées à faire 3 tas. Un tas qui est très important pour sa fin de vie, un tas pour ce qui est moins important, et puis un tas pour ce qui n'est pas du tout important. Et une fois qu'ils ont dispatché les cartes comme ça, on leur demande de prendre le tas ou les grandes thématiques qui sont très importantes pour eux, et puis d'en garder au maximum 10. Et ça permet de réfléchir sur ce qu'on a envie de vivre dans les derniers temps de sa vie. Et puis ça permet effectivement après de pouvoir, ça ouvre sur les directives anticipées. Merci beaucoup pour la présentation de ce jeu. Je vous propose de poursuivre avec le dernier point de la soirée, qui est donc sur le cadre législatif et les perspectives, qui sera animé par Valérie Amouroux de la CARSPARA. N'hésitez pas à poser les questions à Valérie, si vous en avez. Et il y en a et on n'a pas avancé. Donc, juste pour vous dire que dans votre département, vous avez plein de ressources pour vous aider, vous accompagner à accompagner les patients en fin de vie. On l'a vu avec les équipes mobiles. 3 USP, 4 équipes mobiles, vous avez 2 HAD et vous avez un dispositif d'appui à la coordination grâce à qui on est tous réunis ce soir. Juste faire un peu de pub pour notre futur site. Au niveau de la cellule, nous allons avoir un annuaire interactif qui est fait pour vous, c'est-à-dire que vous tapez la commune de votre patient et ça va vous sortir quelle équipe mobile s'occupe de lui, quel USP, quel HAD. Puisque certains d'entre vous sont en train de nous aider à créer les cartes. Mais voilà, on veut que ça soit un site pour vous utile et que vous ne galériez pas en cherchant des informations. Et pour les équipes, vous aurez une page internet que vous pourrez alimenter avec les infos que vous avez envie de passer. Les soins palliatifs, ça existe depuis tout le temps, mais en France, ça émerge depuis la fin des années 70, début des années 80. On a parlé tout à l'heure de René Scherrer, qui a fondé Jalmave et qui a créé la première équipe mobile de soins palliatifs en province. Vous voyez, 1980, et on se projette maintenant en 2034, et vous avez plein de lois qui ont jalonné les soins palliatifs. Quand je faisais mon master en sciences politiques, ma prof de droit disait « Pour qu'une loi soit intégrée dans une société, il faut 30 ans ». 1986, 2023, on n'est pas à un peu plus de 30 ans, mais on a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 lois. On n'a pas intégré la loi de 99 notamment, qu'on est déjà à une loi qui est en train de faire la une de l'actualité cette année, puisqu'on est en train de réfléchir pour faire évoluer notre cadre légal et en mener vers le suicide assisté et l'euthanasie. Alors, au départ, quand on a préparé cette soirée, on pensait qu'on aurait voté. Donc, on avait mis la législation à l'ordre du jour. Mais cette loi, pour l'instant, est en attente d'être étudiée par nos sénateurs. Ça ne devrait pas tarder puisqu'ils nous l'ont annoncé pour l'automne, sauf si nous avons une dissolution d'ici là. Ce schéma vous permet de voir l'apparition des USP, des équipes mobiles, des lits identifiés de soins palliatifs.
Donc, ces lits identifiés sont dans certaines structures, en médecine, en service de rééducation. Ce ne sont pas des unités de soins palliatifs, mais il y a quelques lits dans des unités qui permettent de prendre en charge ces patients en soins palliatifs avec des conditions un peu plus particulières pour les accueillir. Et puis, il y a eu la création donc, des ERSPP, des équipes ressources de soins palliatifs pédiatriques. Alors, il n'y en a pas par département, elles sont régionales. Nous, on a une grande région, on a 2 équipes de soins palliatifs pédiatriques, une à Lyon et une à Clermont-Ferrand. Et on a certains plans. Donc, on a eu des plans pour les soins palliatifs. C'est des décisions ministérielles où on décide d'actions. Et depuis 2024, on ne marche plus en plan, mais en stratégie décennale. Donc, c'est une stratégie qui est pour 10 ans. Vous avez eu peut-être pour certains l'occasion de le lire. Cette stratégie n'est toujours pas en place parce que notre gouvernement a fait le choix de la rattacher à la loi sur la fin de vie, qui est en train d'être discutée depuis 18 mois. Donc, pour l'instant, nous ne l'avons pas, donc nous n'avons pas les crédits qui vont avec. Et dans cette stratégie, il y a notamment les maisons d'accompagnement de soins palliatifs, dont le cahier des charges vient de sortir. Nous avons 4 projets en Auvergne-Rhône-Alpes, dont 2 qui sont plutôt à maturité, un dans la région lyonnaise et un dans la région de Clermont-Ferrand. Donc, ils vont essayer de participer à l'expérimentation, puisque 12 maisons d'accompagnement vont être expérimentées à partir de janvier 2026. Ça se veut des maisons entre une échelle entre une unité de soins palliatifs, une unité d'hospitalisation et un domicile pour des gens qui sont isolés socialement ou qui n'ont pas envie de rentrer, où il n'y a pas de personnel à la maison. Mais la question des financements est toujours d'actualité. Dans l'appel à projet, il est dit que le budget était de 1 million et qu'il y aurait une aide en fonction du nombre de places, mais on ne sait pas quelle est la participation des instances dans le financement. On en revient souvent au sous, mais malheureusement, c'est ce qui nous fait fonctionner. C'était un peu pour vous montrer voilà, tout ce qui est fait pour les soins PAL. Et comme le disait le docteur Stéphane, on est pour l'instant, notre dernière loi, c'est l'instruction ministérielle du 21 juin 2023 qui vous décrit tous ces dispositifs qui existent. Vous laissez poser les questions. On était pressé par le temps, donc maintenant on passe aux questions. Je ne peux pas vous décrire la loi puisqu'on ne sait pas exactement comment elle va évoluer ou pas. Après, on peut reprendre des questions avec tous les intervenants s'il vous en reste. Les maisons qui vont être créées, donc qui vont faire le lien entre le domicile et les unités de soins palliatifs, elles vont avoir quel statut? Est-ce que c'est médico-social? Non, c'est du médico-social. C'est du médico-social. Avec, oui, d'accord. Quel coût, quel budget? Alors, c'est du médico-social. Le budget de fonctionnement est de 1 million pour 10 à 15 places. Voilà. Et un médecin co à 0,1, une direction à 0,2, un médecin à 0,1, 2 équivalents temps plein d'infirmières, 5 équivalents temps plein d'aides-soignantes, 2 maîtresses de maison, je vous le fais de tête, mais voilà, c'est surtout, voilà, il n'y aura pas de... Ce sont les libéraux qui viendront dans ces maisons d'accompagnement. Il n'y aura pas de soignants de domicile. Les 2 infirmiers équivalents temps plein, c'est pour assurer de la coordination du lundi au vendredi. Les HAD pourront intervenir, les équipes mobiles pourront intervenir. Il est demandé qu'ils aient travaillé leur projet en lien avec les acteurs du territoire, donc conventionnés avec des associations de bénévoles, avec les hôpitaux, avec les USP, les équipes mobiles. C'est à peu près. Et voilà, et le médecin, il est à 0,2. Il fera de la coordination et il sera amené à faire de la prescription pour ceux qui n'ont pas de médecin traitant. Et il y aura une participation financière pour les personnes? Eh bien, tout dépend comment vous avez monté votre projet. C'est ça.
L'objectif était qu'il n'y ait pas de participation financière, mais comme on ne sait pas la participation de nos instances, voilà, et que vous n'avez pas un forfait sécu. C'est du Midécosos. Voilà. Donc après, les projets que j'accompagne, ils sont en train de chercher des financements et des mécènes pour que ça ne coûte rien aux personnes prises en charge. Donc souvent, c'est des projets qui ne sont pas uniquement une maison d'accompagnement en soins palliatifs. Ils vont l'adosser à une maison de santé pluripro ou à une CPTS ou à quelque chose pour essayer de mutualiser des locaux, des moyens. Cours, Forest, cours. Non, juste sur les maisons médicales, avec un âge, par exemple, est-ce que c'est les personnes, par exemple, de moins de 60 ans seront priorisées, étant donné que les plus de 60 ans peuvent avoir accès aux EHPAD? Alors, la priorité aux moins de 60, ça c'est l'appel à projet. Mais après, chaque maison d'accompagnement est son propre chef, donc va pouvoir... voilà. Donc, il y a une structure qui s'appelle Pallialab. C'est un des groupes ça appartient à la SFAP. Hein. Et donc, c'est eux qui accompagnent les maisons d'accompagnement. Et donc, ils ont des multitudes de projets et chacun va un peu décider voilà, ce qu'ils veulent. Ils s'entendent tous quand même sur pas de la pédiatrie. Voilà. Et en pédiatrie, on a eu une maison, l'Oasis, qui a été créée dans les début des années 2000, qui était une maison d'accompagnement, de maison de soins palliatifs pour les enfants à côté de Toulouse, qui, au bout de 5 ans, a périclité faute de financement pérenne. Et depuis, je ne connais aucune équipe qui a encore... Après, les enfants, c'est particulier. Les parents ne se séparent pas de leurs enfants. Voilà, comme on n'a pas d'équipe mobile spéciale pédiatrique parce que les médecins d'organes de spécialité les accompagnent jusqu'au bout. Il y a celle qu'on a tous envie d'avoir, c'est la maison Gardanne. Voilà, ça c'est. Après, il y en a plusieurs qui ont créé et qui ont périclité. On en revient toujours au financement de pérenne puisqu'on n'a pas nos instances ne financent pas, ne participent pas. Jeanne Garnier, mais qui est devenue une USP maintenant. Voilà, mais Gardanne est notre modèle à tous et on voudrait dupliquer. Vous avez la maison Nicodème à Nantes, mais qui est plutôt une maison qui devient plutôt une unité de soins palliatifs. Vous avez la maison Astrolabe à Cueilzac-sur-Ver dans le Tarn. Vous avez une maison qui est en train de se construire à Agen en partenariat avec l'équipe mobile d'Agen. Vous en avez un peu partout, mais voilà, celle qui existe et qui tourne, c'est Nicodème à Nantes, c'est Gardanne. Voilà, la maison de Besançon, elle a fermé. On espère ouvrir. Voilà, 2 projets chez nous. Ouais, qui n'ont pas fermé, j'en ai pas là tout de suite. Et voilà, ça vit un peu le temps que des mécènes donnent de l'argent et puis dès qu'on n'a plus le mécénat, ça périclite. Ah oui, aussi, vous avez la maison à Tassin-la-Demi-Lune pour les personnes de moins de 60 ans. Avec Roland Chabot. Et donc, on peut apprendre à développer sa culture palliative avec des jeux. Donc, vous avez le jeu de Jalma. Je l'utilise en formation, mais voilà, pour inciter les gens à réfléchir et qu'est-ce qu'ils veulent sur sa fin de vie. Vous avez un jeu de plateau aussi pour faire travailler vos équipes qui s'appelle Kipal. Donc, c'est un jeu où vous êtes en équipe et vous réfléchissez sur des situations. Voilà, et qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on ne fait pas et quand est-ce qu'on appelle une équipe mobile. Voilà. Alors on se prend au jeu hein, parce que la situation, on a 2 sortes de cartes, des actions ou des événements. Donc des événements, on peut lui rajouter une détresse respiratoire, une femme compliquée, un abandon des enfants. Voilà, et puis après, on peut faire intervenir la psychologue, l'assistante sociale. Et ça va demander aux gens qui y jouent de mobiliser leurs compétences. Parce que ce n'est pas juste jouer la carte de l'assistante sociale, c'est de se dire pourquoi tu la joues.
Parce qu'il faut déclencher l'APA, il faut faire une PCH, il n'a pas de maison, voilà. Pourquoi tu appelles la psychologue? Pourquoi? Ça allait mobiliser vos compétences. Et la carte, on ne la joue pas tout seul, on la joue en équipe. Ce n'est pas un qui choisit. Voilà. Et si vous avez besoin d'être formé, ne pas hésiter à m'appeler et je vous forme. Voilà. Et pour la petite histoire, on est en train de réactualiser Kipal et on espère qu'il sortira pour 2026 parce que vous avez la chance d'avoir le congrès des soins palliatifs nationaux de la SFAP qui est à Lyon le 10, 11, 12 juin 2026. Il est dans notre région, profitez-en. C'est 3000 personnes qui réfléchissent ensemble pendant 3 jours. Voilà. Et on espère, parce que dans ce jeu, je participe à sa réactualisation. Et avec le médecin avec qui je travaille, on espère qu'il sera réactualisé pour cette date-là. Merci. On arrive à la fin de cette soirée et finalement, on pourrait se demander un petit peu et le DAC dans tout ça. Au milieu de toutes ces équipes et toutes ces organisations, finalement, nous, notre rôle, c'est d'être un petit peu partout à la fois. C'est-à-dire qu'on a des niveaux d'information, d'orientation, de soutien aux professionnels, de coordination de parcours de santé complexe, mais on a aussi des notions d'animation, de fédérer, de donner envie d'agir ensemble. Et ce soir, je pense que c'est exactement ce qu'on a fait. En tout cas, c'est la dimension qu'on avait envie de donner à cette soirée. De coopérer, de décloisonner, de co-animer, de mettre aussi en lumière les acteurs et les ressources sur notre territoire. On a montré que collectivement, on est capable de construire, de trouver des solutions concrètes pour mieux accompagner les patients, parce que finalement, c'est le patient qui est au milieu de toutes ces organisations. Alors, on voudrait vraiment remercier, et là, au-delà de Bérangère et moi, je parle vraiment au nom de toute l'équipe Fun, comme tu l'as dit, du DAC, Valérie et Carole pour la co-organisation de cette soirée, mais aussi toutes les interventions, toutes les richesses de vos différents partages, de vos différents points de vue, les différents... vraiment, vous êtes venus de tous horizons ce soir. Merci pour votre engagement auprès de cette thématique qui nous tenait vraiment à cœur sur le département. Et on espère vraiment réussir un petit peu à bouger les lignes et décloisonner et favoriser vraiment le travail ensemble. Donc voilà, merci encore un grand merci à vous d'avoir fait le déplacement ici ce soir, que ce soit donc en présentiel ici au Clévaux ou en distanciel. Merci pour le chat. N'oubliez pas du coup, je reviens sur les questionnaires qu'on vous a déposés, qu'on vous a remis au démarrage, à l'émargement. Ces questionnaires vont être analysés. Ce n'est pas quelque chose que vous remplissez qui partira à la poubelle. Ça va être analysé sur le mois prochain avec la CARSPARA. Et du coup, ça nous permettra d'avoir un peu un ressenti de vos besoins, une analyse de tout ce que vous aurez pu nous indiquer sur vos questionnaires. Et de là, on espère pouvoir vous proposer un plan d'action avec tout ce qui vous tient à cœur et que vous aurez noté. Donc, vous les avez sous format papier, mais ils sont aussi sur notre site internet et sur les réseaux sociaux du DAC. Donc, n'hésitez pas, si vous ne les avez pas en papier, en format numérique. Merci à ceux qui l'ont déjà rempli, ça nous fait bien plaisir. Je vous invite du coup, vu que c'est la fin de la soirée, à passer à l'étage pour profiter du cocktail, pour pouvoir boire un verre, vous restaurer et continuer du coup le partage d'échanges entre nous. Je vous remercie encore. Une très belle fin de soirée à tout le monde.